Bonjour et bienvenue à cette 5e édition des capsules CREGES COVID sur les enjeux sociaux du vieillissement dans ce contexte de pandémie. Je suis votre animatrice Mélanie Couture, chercheure d'établissement au Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale, le CREGES, du CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Dans cette capsule aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'importance pour les personnes aînées de réaliser des activités qui leur tiennent à cœur. Nous allons aussi explorer, bien sûr, les enjeux liés au contexte de la pandémie et ce que les intervenants peuvent faire afin de soutenir les personnes âgées face à une transition occupationnelle ou même la privation occupationnelle. Pour cette capsule CREGES COVID, nous avons une invitée spéciale qui s'intéresse justement à cette thématique dans ses travaux de recherche, professeure Marie-Michelle Laure, nouvelle chercheure au CREGES. Oui, bonjour Mélanie, merci de me recevoir pour cette capsule. Je suis très heureuse d'être là. Bien, je suis très contente que tu sois là aussi. Donc, aujourd'hui, on va aborder un sujet important qui est justement l'importance pour les personnes aînées de réaliser des activités qui leur tiennent à cœur, puis nous aussi, pas juste les personnes aînées. Mais plus spécifiquement, quel a été l'impact de la COVID pour les personnes aînées concernant les activités qui sont importantes pour elles? Oui, bien d'abord, pour situer les gens là, sur le vocabulaire, je tiens juste rapidement à spécifier là, qu'en ergothérapie, parce que moi, je suis d'abord ergothérapeute, nous utilisons le terme beaucoup occupation. C'est quoi une occupation? Dans le fond, c'est ce que la personne fait pour remplir son emploi du temps. C'est des activités qui lui tiennent à cœur. Donc, des fois, vous allez entendre plus le terme activité, le terme occupation. J'utilise plus le terme occupation, mais c'était pour vous situer. En fait, pour répondre à ta question, Mélanie, la COVID a entraîné vraiment des bouleversements rapides des modes de vie. Hein, on a dû tous modifier très rapidement la manière dont on réalisait notre quotidien. Pensons d'abord à la période du confinement. On a tout cessé. Le travail, l'école, les sorties, les commerces ont été fermés. Drastiquement, on a vu notre routine se modifier. Pour certains, ça a été une période où ils ont pu reconnecter avec des activités qui étaient très importantes pour eux, mais pour lesquelles il n'y avait pas eu autant de temps à se consacrer que ce qu'ils désiraient, comme par exemple passer du temps avec les enfants. Pour d'autres, ça a été vraiment un vide drastique, hein, où l'ensemble des activités qui étaient importantes ont dû être cessées, comme par exemple voir des amis. Tranquillement, les gens se trouvaient des nouveaux repères, modifiaient la façon de faire les choses. C'est ce qu'on appelle la transition occupationnelle. En fait, la transition occupationnelle, ça désigne un moment dans le temps au cours duquel se produit vraiment un déplacement d'une occupation particulière ou une série d'occupations vers une occupation ou une série d'occupations différentes. On est obligé de changer les occupations qu'on fait. Et on perd notre routine, on perd nos repères, on est obligé de transformer la façon qu'on fait les choses, mais aussi ce que l'on fait. Donc, c'est sûr qu'il y a eu une transition occupationnelle chez une grande proportion de gens avec la COVID. D'ailleurs, il y a des chercheuses de l'Université de Sherbrooke qui mènent actuellement là, une étude, puis ils souhaitent documenter puis comprendre comment les Québécois de plus de 15 ans ont vécu la réorganisation de leur occupation et les habitudes de vie depuis l'émergence de la COVID. Puis ça, c'est sûr, j'ai hâte de voir les résultats, mais tu sais, j'imagine qu'une grande proportion des participants ils ont eu à faire des transitions occupationnelles avec la COVID. Ça ne serait pas surprenant que ça soit le résultat dominant là, de leur étude. Donc, bon, il y a les personnes aînées, mais tout le monde a eu des modifications à ce moment-là au niveau du COVID. Donc, tout le monde ne pouvait plus sortir, on n'allait plus travailler, mais comme tu dis, on était plus à la maison avec les enfants. Donc, finalement, les activités, c'était beaucoup plus à la maison. C'est ça qui s'est passé au niveau du COVID là, aussi. Là. C'était à l'intérieur aussi. À l'intérieur, on a changé. Même les activités qu'on faisait à l'intérieur avant, on les a fait différemment. Même si le contexte à l'intérieur de la maison était différent, il a fallu qu'on les fasse différemment aussi. Parce que les enfants étaient plus souvent à la maison. Donc, tu sais, il y a eu vraiment plusieurs transformations à plusieurs niveaux au niveau de notre routine puis de notre horaire. Il y en a qui se sont ramassés seuls, puis il y en a qui se sont ramassés avec plein de monde à l'intérieur de la maison en même temps. Exactement. C'est ça que tu es en train de dire. C'est ça, puis il y en a qui n'étaient pas habitués nécessairement d'être toujours en contact avec leurs proches de manière continue. Par exemple, on pense à certains couples pour lesquels ça a été plus difficile, mais il y en a d'autres que ça l'a exacerbé au niveau, puis vous en avez parlé dans d'autres capsules CREGES auxquelles je vous réfère, mais c'est beaucoup exacerbé, l'isolement des aînés, tout ça, on va y revenir, mais il y a des gens qui se sont retrouvés très, très seuls là, à l'intérieur de leur domicile. Okay.
C'est sûr qu'après la période de confinement, là, oups, c'est venu la période de déconfinement progressif. Ça a entraîné d'autres transitions. Hein? Certains ont repris le travail, ont dû s'ajuster encore une fois à d'autres contextes. D'autres ont repris graduellement les sorties en modifiant la manière d'aborder les contacts sociaux ou la façon de faire une activité simple, comme par exemple aller à l'épicerie. On ne va plus à l'épicerie de la même façon qu'avant. Puis comme tu disais, Mélanie, autant pour nous, mais pour les personnes âgées, c'est la même chose qui s'est produite, c'est-à-dire des transitions occupationnelles qui ont été forcées par le confinement. Je dirais même qu'il est même possible de croire que la COVID a touché plus durement les aînés, hein, qui ont vécu ce qu'on peut appeler des privations occupationnelles. Ça, c'est quoi? C'est la disparition totale de la possibilité de réaliser des activités qui nous tiennent à cœur. Pourquoi les aînés ont vécu ça plus durement? Parce qu'il y a eu cette optique de protéger particulièrement les aînés parce qu'ils font partie de la population la plus vulnérable face au virus. Donc, il y avait des mesures beaucoup plus strictes pour eux. Dans une étude pour laquelle je fais partie là, de l'équipe de recherche puis qui est menée par Valérie Poulain de l'UQTR puis Véronique Provencher de l'Université Sherbrooke, on a fait un sondage auprès de ressources communautaires qui offrent des services aux aînés pour voir leur offre de services, comment elle a varié en temps de pandémie. Bien, on a reçu plus de 300 répondants en fait, à cette étude-là. Puis les résultats préliminaires, ils nous montrent qu'une forte proportion de ces organismes communautaires-là ont cessé complètement toutes les activités en lien avec les loisirs, la socialisation, l'apprentissage, comme par exemple des conférences. OK. Mais même aujourd'hui, une grande proportion de la population vit une période de déconfinement, mais il ne faut pas négliger le fait que ce déconfinement-là, il est à géométrie variable, ce qu'on peut appeler. Donc, ce n'est pas tout le monde qui vit la même chose. Les personnes âgées, notamment, ont encore beaucoup de restrictions par rapport, on va dire, à la population générale. Par exemple, la majorité des résidences n'ont pas réouvert les aires communes. Il n'est pas recommandé pour les personnes de plus de 70 ans de reprendre le travail. Les recommandations sont axées sur le fait que les aînés devraient vraiment limiter au maximum les contacts sociaux pour ne pas se mettre à risque. Donc, c'est sûr que le reste de la famille, par exemple, peut se voir pour un barbecue extérieur, mais oups, les grands-parents, eux, ne sont pas nécessairement invités dans l'optique de les protéger. Donc, c'est vraiment particulier pour cette population-là. Ça, puis on parlait, il y a les contacts sociaux, mais même au niveau physique. On ne peut pas nécessairement serrer nos parents dans nos bras. On n'ose pas trop toucher les objets. Donc, comme tu dis, c'est que tout le monde a été touché, mais eux, il y a comme des restrictions supplémentaires, ce qui fait qu'il y a plus de complications quand on vient de temps de faire des activités ou au moins de continuer les activités. Là. Exactement, tout à fait. Puis, il y a une crainte aussi qui peut s'installer, là, comme tu dis. Oui, tout à fait. Puis pourquoi c'est si important les activités qu'on fait dans une journée, là? Donc, à part faire l'activité, des fois, ça peut être du ménage ou d'autres choses, des fois, ça peut être pour le loisir, mais est-ce que ça a un impact, par exemple, comme sur la santé aussi ou sur autre chose? Oui, bien en fait, c'est vraiment crucial pour la santé, là. On peut partir à la base en se rappelant que comment une activité comme la marche extérieure, par exemple, ça mobilise notre corps, ça nous permet de rester actifs, ne serait-ce que sur le plan musculo-squelettique, là, le plan physique. Si on réalise cette marche-là avec quelqu'un qui nous est cher, bien, il s'agit d'un moment vraiment de partage qui favorise le bien-être plus psychologique. Même chose si cette marche-là est prise dans un endroit qui nous fait du bien, qu'on trouve beau, comme par exemple une marche en forêt, bien, ça amène un bien-être aussi au niveau psychologique. En fait, en ergothérapie, on croit fondamentalement que s'engager dans des occupations significatives ou signifiantes, que des occupations qui sont importantes pour nous, c'est un besoin fondamental de l'être humain. Hein? Les principes de base de l'ergothérapie qui guident notre pratique sont issus vraiment d'une perspective occupationnelle des humains et de la santé. Donc, je vous l'ai dit rapidement, dans le fond, c'est que les principes de base, en fait, c'est que les humains ont un besoin inné et la capacité de s'engager dans des occupations. Donc, vraiment, là, c'est plus fort que nous, là, on a besoin de s'engager dans des occupations. Que l'occupation influence la santé et le bien-être. L'occupation organise, bien entendu, le temps, mais structure la vie, nous donne des buts, nous donne un sens. Justement, les occupations sont riches et remplies de sens, autant un sens individuel, contextuel, un peu comme je vous ai dit tout à l'heure. L'engagement dans une occupation, c'est vraiment unique. Donc, chaque individu le fait à sa façon. Et l'occupation a vraiment un potentiel thérapeutique aussi, là, c'est plus sur le plan clinique. Donc, c'est sûr que tout individu va accomplir des occupations dans des contextes qui contribuent à sa santé et son bien-être. En bref,
le degré de la réalisation, de la satisfaction qu'on a aussi quand on réalise nos occupations, va vraiment définir la valeur puis le sens qu'on va donner à sa vie. Tu sais, c'est vraiment toute une question de sens. Quand on fait, tu parlais tantôt, Mélanie, si je ne me trompe pas, de faire le ménage. Bien, c'est sûr qu'on est obligé de faire le ménage à quelque part, mais il y en a qui y trouvent beaucoup de sens. Il y en a qui ont une immense satisfaction après avoir fait le ménage. Il y en a que c'est parce que ça leur permet de reconnecter avec les souvenirs de la semaine. Donc, tu sais, il y a vraiment chacun s'approprie un sens au niveau de son occupation. Puis ce que je comprends, c'est que c'est pas juste de faire n'importe quoi pour faire passer le temps. Il faut que cette activité-là t'apporte quelque chose, comme je disais, bon, physique, psychologique, social, quelque chose. Donc, c'est pas juste de dire, tiens, va faire du ménage. Si la personne ne tente pas, ça va rien y apporter, à part une maison propre, là. Mais je veux dire, ça sera pas significatif dans sa vie comme telle. Parce que des fois, on voit que les personnes aînées, bon, ils disent, bon, ben, fais un casse-tête, fais quelque chose. Mais c'est parce que si c'est pas quelque chose qui leur fait plaisir ou qui leur fait du bien, ça vaut pas la peine de le faire dans un sens. Là. Bien, c'est parce qu'en fait, ce que tu apportes, c'est qu'il y a une grande différence entre s'occuper et avoir une occupation. C'est deux choses complètement différentes. C'est pas mauvais de s'occuper non plus. C'est pas vrai qu'on peut passer toute une journée en étant complètement, totalement satisfait de chacune des activités qu'on fait. Des fois, il y a des choses qui remplissent notre journée parce qu'on est obligé. Mais la grande majorité des occupations qu'on fait habituellement ont un certain sens. Que ce soit un sens profond ou un sens plus petit, là, mais habituellement, il y a un sens qui est lié à ça. Mais ce que je comprends, c'est de laisser la place dans sa vie aussi pour d'essayer de faire la place, pas juste faire des choses qu'on est obligé qui ne nous tentent pas, c'est que peu importe l'âge, c'est d'aller au moins consciemment aller chercher des activités ou des choses qui nous font plaisir, qui sont significatives pour nous chacune des journées. Donc, ce serait la même chose des personnes aînées, qu'au moins à tous les jours, il y ait quelque chose qui soit important pour eux. Là. Exactement. Puis, j'irai pas trop loin dans ce concept-là, mais ce que tu abordes, c'est vraiment le concept d'équilibre occupationnel. Tu sais, c'est d'avoir un certain équilibre dans notre horaire, autant des activités qui nous font plaisir, puis des activités qu'on est obligé ou juste rien faire aussi, c'est correct là, de rien faire. Mais pour les personnes âgées, c'est comme pour tout le monde. Là. Réaliser des occupations importantes, soit pour soi-même ou avec les autres, c'est fondamental là, pour le développement et le maintien de leur santé. C'est quoi que les intervenants peuvent faire pour aider cette transition-là occupationnelle ou même la privation occupationnelle que les personnes aînées ont vécu en grande partie pendant le COVID là, ou maintenant encore, je dirais. Là. Exact. Mais tu sais, c'est sûr que pour les aînés, puis là, je mets juste encore un peu de contexte, mais tu sais, à travers la réalisation de certaines occupations, les personnes âgées maintiennent un certain niveau d'autonomie. Hein? Ça, il ne faut pas l'oublier. Je ne l'ai pas nommé, mais ils peuvent retirer aussi beaucoup de fierté à maintenir la réalisation d'occupations, comme par exemple encore aller faire les courses soi-même, conduire son véhicule. Il y a aussi l'anticipation positive face à une activité qui peut avoir un grand impact pour le bien-être de la personne âgée, comme par exemple attendre avec impatience une rencontre familiale ou une rencontre entre amis. Tu sais. Puis, juste pour conclure, mon premier message clé, ce serait celui-là. Il ne faut pas banaliser l'impact que la réalisation d'occupations signifiantes ou importantes a pour la santé d'une personne aînée. Il faut être très prudent, tu l'as abordé tantôt, quant à notre vision des occupations significatives pour les personnes âgées. Certains discours sociaux entretiennent le mythe que, bon, ça fait presque partie de la normalité de la vieillesse de ne pas avoir beaucoup de choses à faire ou l'ennui, c'est normal quand on est âgé. Mais ce n'est pas le cas. L'importance des occupations significatives, c'est là tout au long de la vie. Quelles activités sont importantes pour nous? C'est sûr que ça peut changer à un moment ou à un autre de notre vie, mais pas la notion fondamentale d'avoir des occupations qui font du sens pour nous. Donc, si je peux faire le lien avec la question que tu viens de me poser, bien, d'abord, d'être sensibilisé au fait que la réalisation d'occupations signifiantes, c'est important, bien, c'est un bon point de départ. Dans la recherche que j'ai abordée plus tôt là, sur les services offerts aux personnes âgées par les organismes communautaires, en temps de pandémie, bien, on a constaté que plusieurs ont maintenu des interventions psychosociales, par exemple, alors que la plupart des interventions de loisirs étaient cessées, bien, les interventions psychosociales étaient maintenues. Puis ce qu'on peut maintenant aller voir dans cette recherche-là, c'est à quoi ça réfère ces interventions psychosociales-là. C'est bien qu'il y en ait, mais je pense quand même que plusieurs organismes ont fait des appels téléphoniques ou en visioconférence auprès d'aînés pour s'assurer qu'ils sont sécuritaires à domicile ou pour voir s'ils nécessitent, par exemple, des services comme l'aide alimentaire ou leur isolement avec le confinement. Mais est-ce qu'ils sont allés aborder, en fait, avec les aînés, ce qu'ils font maintenant dans leur journée? C'est quoi leur routine, les activités qu'ils réalisent?
qu'est-ce qui leur fait du bien, même s'ils sont plus isolés. Et je ne sais pas si ça s'est fait, mais ce serait un point très important à aborder avec les personnes âgées et non pas, je veux dire, se limiter à la sécurité, c'est très important, là, la sécurité à domicile, mais aussi, est-ce que tes journées sont agréables? Est-ce que tu as au moins une activité qui t'apporte du bien-être dans ta journée? Ça aussi, c'est essentiel. Mais c'est d'aller plus loin que juste le fonctionnel. C'est d'aller voir le social, le psychologique. Pas juste dire est-ce que tu es déprimé, mais plutôt est-ce que tu as des choses qui te rendent heureux. Donc, d'aller dans le positif. Pas juste s'assurer que la personne n'est pas en train de dégrader, mais plutôt dire est-ce qu'elle a encore du sens à sa vie jusqu'à un certain point. Exactement. Tu as tout à fait raison. Puis, tu sais, dans le cas où une personne a plus perdu ses repères, là, c'est plus quoi faire comme occupation pour donner un sens à ses journées, bien, il est possible là, de l'accompagner pour trouver des alternatives par rapport aux activités qu'il réalisait avant, puis qui lui procuraient du bien-être. Tu sais, partir de ce qui était satisfaisant avant, décomposer l'occupation, comme par exemple quand on est en transition occupationnelle, bien, on peut décomposer ce qui était le fun avant, puis regarder, bien, est-ce qu'on pourrait se retrouver autrement dans une occupation différente? On pourrait retrouver ce qui était plaisant avant. Et je peux te donner un exemple, tu sais, si la personne, par exemple, elle aimait recevoir sa famille. Bon, est-ce qu'une des facettes de ce qu'elle appréciait particulièrement, c'est cuisiner pour eux, par exemple? Bien, si oui, est-ce qu'elle peut continuer à préparer des petits plats, par exemple, qu'un membre de la famille viendrait chercher pour aider ce membre-là de la famille à faciliter sa routine avec la reprise d'école des enfants ou la poursuite du télétravail. Tu sais. Ça pourrait maintenir un sentiment de fierté chez la personne âgée, la mobiliser dans une activité qu'elle aimait, puis favoriser son bien-être. C'est vraiment un seul exemple, mais qui montre comment on peut être créatif dans ce qu'on appelle l'adaptation occupationnelle. Tu sais, c'est vraiment, ça devient une clé. C'est la manière d'adapter comment on fait l'activité, modifier une occupation, mais en conservant son sens. Puis ça, c'est vraiment le point principal. L'intervenant peut aussi guider la personne âgée pour retrouver des repères dans son horaire, l'accompagner pour voir quelle activité intégrer à quel moment de la journée. C'est toutes des choses qui sont possibles. Mais moi, ce que je comprends, ce qui est important, c'est vraiment le sens aussi. Comme tu dis, c'est pas nécessairement de maintenir exactement la même activité parce qu'elle peut plus avoir de sens de le faire tout seul à la maison. Par exemple, si on était dans un groupe de tricot, puis le fun, c'était de tricoter ensemble, mais là, même si je tricote tout seul à la maison, le plaisir n'est pas là parce que le fun, c'était le groupe. Donc, c'est de s'organiser pour que, comme tu dis, c'est le sens qui est perpétué et pas nécessairement la même activité. Fait que c'est ça qui va aider à l'adaptation. Oui, exactement. Tu as très bien saisi. L'adaptation occupationnelle, c'est vraiment d'aller rechercher le sens, des fois autrement. Et c'est sûr aussi que c'est possible pour les intervenants de faire des interventions plus spécifiquement auprès des proches de la personne âgée. Regarder avec eux comment il serait possible de reprendre certaines occupations avec l'aîné tout en banalisant pas les risques associés aux contacts sociaux, c'est sûr. Mais tu sais, bien que les appels téléphoniques ou via les technologies, comme par exemple les visioconférences, c'est positif, c'est bien d'avoir des contacts avec notre famille, il ne faut pas non plus tout miser sur la technologie quand c'est possible. Il ne faut pas oublier qu'on est des êtres fondamentalement sociaux, peu importe notre âge. Puis c'est sûr qu'il est difficile de remplacer le contact humain par la technologie. On l'a tous vécu à un moment ou un autre dans ce confinement. C'est la même chose pour les personnes âgées. L'idée, c'est que, bon, tu parlais de sécurité, donc le masque, le 2 mètres, mais on peut se voir quand même jusqu'à un certain point dans ces conditions-là. Puis mes parents m'ont donné un exemple intéressant, c'est qu'ils allaient jouer avec ma grand-mère qui a 95 ans, puis ils jouent au dés, mais ils ont chacun leur propre dé. Donc, ils ne passent pas les dés autour de la table, donc ils sont à 2 mètres, face à face, ils peuvent jaser, jouer, etc. Mais ils peuvent perpétuer l'activité, mais de façon plus sécuritaire. Donc, c'est ça un peu l'idée, j'imagine. Exact. Ils ont adapté leur occupation pour être capables de la faire et d'avoir le même sens. Mais juste, ils ont été créatifs dans comment ils l'ont fait. T'sais, justement, c'est souvent possible là, de faire des modifications qui permettent de conserver un sens en respectant les contraintes. T'sais, par exemple, inviter les parents au fameux barbecue, les grands-parents, pardon, au fameux barbecue, mais prévoir une place assise au bout de la table qui respecte la distanciation physique, les sensibiliser à ne pas aider à ramasser la vaisselle sale en fin de repas, des choses comme ça. Donc, c'est sûr que si les proches ou les personnes âgées elles-mêmes ne sont pas à l'aise avec l'idée de prendre part à des rassemblements, mais il y a aussi la possibilité toute simple de porter attention à ce que la personne âgée aime faire pour voir si on peut la soutenir à poursuivre cette occupation-là. Au lieu de se limiter à demander si elle va bien, un peu comme tu disais tantôt, ben,
le proche peut ajouter la question, ben, est-ce que tu aurais besoin de quelque chose pour te permettre de faire une activité que tu aimes? Par exemple, lui proposer de venir lui apporter de la laine pour poursuivre ses tricots ou encore lui acheter des nouveaux livres si elle aime lire. D'avoir cette sensibilité-là aux occupations de l'autre pour voir comment on peut la soutenir là-dedans. Tout à fait. C'est sûr que mon deuxième message clé dans ce sens-là, c'est que chacun et chacune, on doit prendre part aux efforts préventifs qui visent à soutenir la participation occupationnelle des aînés, peu importe leur milieu de vie. C'est utiliser la lunette occupationnelle pour réfléchir aux petits gestes qui peuvent faire une différence, puis venir les soutenir pour la réalisation d'une occupation qui, c'est vraiment un très beau cadeau là, à faire à l'autre. Puis, si on y va, ben, on parle plus au niveau individuel concrètement, mais au niveau plus macro, c'est quoi qu'on doit faire dans l'avenir, surtout que probablement qu'on a encore quelques temps sous le COVID, sous le chapeau COVID. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Bien, il y a plusieurs choses, là, mais ce qui me vient en tête, peut-être, premièrement, c'est devant la volonté, on a vu une certaine volonté gouvernementale quand même là, dans cette crise-là, de revoir l'organisation des centres d'hébergement ou des soins de longue durée. On l'a entendu qu'il fallait une certaine réforme à ce niveau-là. Bien, dans cette refonte ou dans cette réflexion-là, j'aimerais vraiment que la valeur thérapeutique des occupations soit rappelée pour soutenir les établissements dans le fait de maintenir des occupations qui sont signifiantes pour les aînés. Hein, leur participation à des occupations importantes et porteuses de sens, c'est vraiment une clé indispensable pour l'amélioration de leurs conditions de vie, notamment en établissement. Comme je vous ai dit tantôt, hein, il y a plusieurs établissements qui n'ont pas du tout repris les aires communes ou les contacts. Justement, on mène actuellement une étude, moi, Marie-Josée Drolet de l'UQTR et Chantal Biscoviesi de l'Université de Sherbrooke. Ça concerne la maltraitance organisationnelle envers les aînés. C'est quoi ça? C'est toute situation préjudiciable créée ou tolérée par des procédures organisationnelles qui peuvent compromettre l'exercice des droits et libertés des personnes. Donc, quelque chose de l'organisation qui fait en sorte que ça peut mener à la maltraitance de la personne âgée. Bien, dans le cadre de cette étude-là, on constate que les organisations, comme par exemple, on peut penser CHSLD, centre d'hébergement, peu importe, priorisent extrêmement souvent la valeur de sécurité de l'aîné par rapport à la valeur de l'autonomie pour ces aînés-là. Donc, effectivement, il y a plusieurs décisions qui sont prises, comme par exemple dans le contexte actuel de ne pas redonner accès aux aires communes, ou par exemple dans un contexte plus classique, une personne qui est à risque de chute, bien, la contentionner plutôt que de lui permettre de marcher, même si c'est ce qu'elle veut, pour éviter une chute. Donc, c'est vraiment, souvent, les décisions sont basées sur un paternalisme qui se veut bienveillant. Là, les gens ne font pas ça pour mal faire, mais ça ne considère pas l'autonomie décisionnelle des personnes âgées. Donc, plusieurs choses sont imposées, sans droit de regard, sans se dire que c'est des adultes qui sont capables souvent de décider. Là. Mais ça, il faut que ça change. Il faut qu'on redonne vraiment de la valeur à l'autonomie des personnes âgées, puis à l'importance pour elles, puis je le répète, mais l'importance de réaliser des occupations qui sont signifiantes, significatives. Tout à fait. Mais ce que je comprends, c'est comme par exemple dans une résidence personnalisée qui ont fermé la salle commune, à la limite, faites un vote à travers la résidence, puis ouvrez, si les gens constatent qu'ils sont prêts à l'utiliser malgré les risques, d'ouvrir la salle. Puis ceux qui ne veulent vraiment pas y aller, ils ne vont pas, c'est tout. Mais ceux qui veulent y aller et qui sont prêts à assumer les risques auront moins accès à cette salle-là. Là. Bien, le consentement libre et éclairé, c'est-à-dire on dit les risques, on dit les modes pour se protéger, puis après ça, ça devient la décision de la personne. Si on ne la force pas à aller prendre le repas à la salle commune, mais elle a l'option de le faire. Alors que maintenant, encore une fois, sous un paternalisme bienveillant, bien, on dit non, il ne faut pas les mettre à risque, donc on ne le fait pas. C'est quelque chose à réfléchir. L'option n'est plus disponible, donc c'est pas possible. Privation occupationnelle, exactement. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Surtout au niveau de tout ce qui est contacts sociaux, là, présentement, là, qui est problématique. Là. Alors, comme on disait tantôt, il y a peut-être le 2 mètres et les masques. Ça peut déjà réduire les risques de beaucoup à cet effet-là. Est-ce que tu as un mot de la fin que tu veux rajouter ou un dernier message que tu trouves qui est vraiment important? C'était déjà important ça, mais est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter? Oui, bien c'est ça. Outre respecter l'autonomie des aînés, tout ça, là, je parle à chacun comme être humain. Là. Soyez juste aux aguets de ce qui amène du bien-être à l'autre. Puis déjà là, ça va faciliter grandement nos rapports sociaux et le bien-être de la population. Ça, c'est certain. Puis des aînés. Ouais.
Parfait. Ben, merci beaucoup, Marie-Michel. Donc, vous pouvez aller sur le site web du CREJAS sous l'onglet COVID pour voir encore cette capsule-là et toutes les autres qu'on a faites jusqu'à maintenant. Donc, merci beaucoup. Merci, merci à vous.